Bonjour, merci à tous d'être venus. Je me présente, je m'appelle Lee David Rubin. Je suis dentiste en Israël et mon activité est exclusivement limitée à l'implantologie. Le but de cette conférence est de vous montrer que le monde de l'implantologie est accessible à beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Et ce n'est pas réservé qu'à certains experts. Comme je vois dans certaines conférences, ils vous montrent beaucoup de cas, des belles choses qui sont faites, et on a l'impression que c'est d'un autre monde. Les objectifs de la conférence. Il y a plusieurs. À chaque fois, vous verrez une clé bleue. Ce serait une astuce qu'on vous donnera. Ces astuces, j'ai eu le privilège de les apprendre au cours de mes 20 ans d'expérience en implantologie auprès de certains experts en implantologie ou d'autres dentistes ou dans des conférences. Ce sont des choses que j'ai ramassées sur mon chemin et j'ai le plaisir d'en profiter avec vous. C'est aussi une approche qui est très importante dans la vie. Quand vous apprenez des choses, il faut savoir les partager et pas faire de la rétention d'informations. Donc, vous verrez plusieurs astuces comme la prise d'empreinte préopératoire avec enregistrement d'occlusion en un temps. Et on verra en quoi c'est important, en quoi ça va nous faciliter le traitement. Implantation, mise en charge immédiate malgré une crête très étroite. Et c'est le cas que nous avons fait avec Tov Implant. Insertion de substituts osseux et le principe du docteur Matto. 5 ans, séquence de suture en fonction du fil et le choix de l'aiguille. Astuce pour avoir un bridge provisoire sans le laboratoire au cours de la même séance quand vous faites une implantation dite immédiate. Astuce pour avoir donc le bridge. C'est notamment très important lorsque vous avez des patients qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder au plan de traitement que vous voulez leur proposer. Et vous êtes souvent bloqué avec tous les frais qui vont avec. Enfin, comment donner l'illusion d'une couronne étroite quand on a un large espace à combler. Je détaillerai ça plus amplement. Comment se passer d'un guide chirurgical pour éviter le sinus. Et en fait, il y a une clé d'or qui n'apparaît pas sur cette diapo, qui pour moi est une clé principale, pas seulement pour la dentisterie, mais c'est une façon générale d'aborder la vie. Donc voilà, c'est une patiente qui s'est présentée au cabinet. Cette femme, quand elle s'est présentée, qu'elle sourit, vous voyez qu'il y a de la résine rose. En fait, c'est un dentier complet qu'elle porte, que voici. Pour le bas, elle avait une prothèse amovible partielle. Donc, on prend le scanner. Vous voyez, avec moi, j'ai entouré pour aller plus facilement sur le diapositive que la crête est vraiment fine. Ce que moi, j'aime bien faire sur le scanner, c'est déjà de mettre quels sont les implants possibles que je puisse insérer dans les zones. Vous voyez ici à droite et là à gauche, ce qui me permet pendant le temps opératoire directement de jeter un coup d'œil et de savoir où je me trouve. C'est aussi d'autant plus intéressant si jamais vous faites du flapless. Vous savez plus ou moins où vous rentrez. Donc voilà, la patiente arrive, je lui fais mettre son appareil amovible complet. Je prends une empreinte à l'alginate et je mets aussi de l'alginate de l'autre côté. Ça veut dire que ce que c'est de l'autre côté, c'est dans son antagoniste. Je n'ai pas besoin de prendre toutes les dents. C'est juste pour pouvoir plus tard repositionner cette empreinte après les implants. Vous voyez là, vous avez l'empreinte de l'antagoniste qui vient avec la prothèse. Ça, c'est la première astuce et on verra en quoi c'est important. Donc là, vous voyez, on ouvre. Conformément à ce qu'on a sur le scanner, vous voyez que la crête est très fine. Je vous l'ai dessiné là en bleu parce qu'avec le sang, ce n'était pas vraiment visible. Et le but était de mettre cette patiente, non seulement avec des implants, mais lui délivrer un bridge provisoire le jour même et sans laboratoire. Maintenant, la crête est très fine. En général, on ne se permet pas de s'aventurer avec un risque pareil. Donc là, qu'est-ce qu'on a employé? C'est une technique qui vient d'ailleurs des États-Unis, qui est très employée en Israël. Peut-être que certaines la connaissent, c'est l'ostéocondensation. Il s'agit en fait, au lieu de faire simplement un trou dans l'os, on va essayer de condenser cet os. Vous n'avez que le premier foré qui fait une première pénétration, et puis il n'y a plus de forage dans l'os même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous rentrez des forets, et c'est des forets spéciaux. Vous ne pouvez pas employer votre kit chirurgical normal pour le faire. Vous rentrez ces fraises-là, elles travaillent avec un mouvement circulaire reverse.
Et le but, c'est que ça va pousser l'os sur les côtés. C'est-à-dire, vous ne faites pas un trou, vous enlevez de l'os. Déjà, il nous manque de l'os. Donc, la bêtise la plus grande à faire, c'est de retirer de l'os. On va se servir de l'os qui est déjà existant et faire une expansion osseuse à l'intérieur. Mais ce n'est pas l'expansion osseuse quand vous tapez et vous risquez de casser ce genre de crête qui est fine. C'est quelque chose qui se fait tout à fait en douceur. Et là, j'ai pris la photo en noir et blanc pour que vous puissiez revoir. Merci. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, l'alvéole qui a été agrandie. Vous voyez, une forme circulaire de l'alvéole. L'alvéole, elle est fine. Et là où on a foré, on a déjà une expansion osseuse. Et là, vous la voyez mieux sur les diapositives. Donc, on a fait une expansion, une condensation osseuse en même temps. Et on commence à rentrer les implants. Donc ça, c'est la deuxième astuce, faire une condensation de l'os et pas une ostéotoctomie. Nous avons employé le laser, mais ce n'est pas du tout une obligation. Un diode laser permet de supprimer un grand nombre de bactéries. Ça stimule aussi certaines cellules. Mis à part le côté médical important, ça vous permet aussi, c'est un côté séduisant pour les patients, de savoir que vous utilisez le laser. C'est à la portée des dentistes, ça ne coûte pas très cher, mais une fois encore, il y a un grand avantage d'employer le laser. Ça vous décontamine l'endroit, d'autant plus si vous ne travaillez pas en bloc opératoire, il y a un autre avantage d'employer le laser. Lorsque vous posez des implants, vous avez souvent entendu parler qu'il fallait un espace biologique minimum. Ça va comme ça? Là, on m'entend, c'est bon? On m'entend? D'accord. Vous m'entendez? Donc, vous avez souvent entendu qu'il y avait un espace biologique à respecter de 2 mm autour d'un implant. C'est vrai, mais c'est jusqu'aux implants de 5 mm. Et ça, je l'ai appris du docteur Ofir Fromovitch, qui est un grand implantologue en Israël, où il nous a dit cette règle de 2 mm, elle est vraie, mais que pour les implants normaux, vous employez jusqu'à 4,2, on va dire. À partir de 5-6 mm, pour ceux qui posent des implants de 7-8 mm, c'est plus du tout vrai cette loi-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avoir un support sanguin autour de l'os. Et là, il faut passer déjà à 4 mm. Maintenant, quand vous posez vos implants, il faut faire très attention de jamais perdre la crâne palatine ou linguale. Elle est très difficile, voire impossible à restaurer. C'est-à-dire que si vous devez mettre des implants, il vaut mieux qu'ils soient un peu plus en vestibulaire, quitte à faire une augmentation, plutôt que de le mettre vers le centre et de risquer de perdre cette crête palatine du fait du manque du support sanguin qu'il y aurait dans la zone. Donc nous avons placé les implants un tout petit peu en vestibulaire pour garder le mur palatin. Donc là, vous voyez, nous avons rentré les implants. Ici, dans ce cas-là, ce sont donc les implants de TOV Implant. On a du 3,0 qui vont de 10 à 13 mm. Nous avons placé les implants. Nous avons vissé dans la même séance les piliers. Donc on en a des droits, des angulés. Et enfin, nous avons placé un substitut osseux. Maintenant, pourquoi j'ai employé ce substitut osseux qui est fait à base d'hydroxyde de calcium? C'est un produit qui est très développé en Israël. C'est tout simplement parce qu'il est très facile, mais vraiment très facile d'usage pour les dentistes et les chirurgiens maxillofaciales. Les chirurgiens maxillofaciales l'aiment beaucoup. Ça vous permet d'éviter les membranes, de placer d'une façon très simple ce produit. Donc là, je l'ai placé, c'est vrai aussi en palatin pour avoir une augmentation palatine, mais surtout en vestibulaire, puisque c'est là qu'il me manque le plus d'os, j'avais des déhiscences. Et aussi pour une autre raison, c'est le principe du docteur Matto, que j'avais appris par le docteur Chekroun. Le docteur Matto est une chercheuse, je crois, en biologie à l'université de Harvard. Et elle dit en fait, la loi, elle est la suivante. Quand vous faites un comblement osseux, une greffe osseuse, il ne faut surtout pas que vous ayez une compression sur votre greffe. C'est vrai que souvent on vous dit libérer les lambeaux pour pouvoir mieux suturer. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a le docteur Khoury qui a inventé un système de vis pour éviter justement que ce lambeau vienne et compresse votre greffe osseuse. Maintenant, tout ça c'est vrai et c'est bien. Il n'y a pas une règle qui est meilleure que l'autre. Mais quand vous employez ce substitut osseux, vous n'avez pas besoin de passer par tout ça parce qu'il travaille d'une façon qui est complètement contraire. Ça veut dire qu'on recherche explicitement cette compression du matériau. Donc c'est très facile pour le dentiste de l'employer. J'essaie une seringue, je mets ce substitut osseux, et je viens et
je ferme le lambeau avec pression, avec tension, ce qui est complètement d'une façon diamétralement opposée de tout ce qu'on nous a appris. Mais attention, c'est valable que pour ce matériel, c'est pas valable pour un autre matériau. Et donc on suture. Et cette pression est bénéfique pour avoir, si tu veux, donc une belle expansion osseuse. Donc là, on a suturé. Dans la même séance, vous voyez, j'ai les piliers. Et je vais le retailler encore un peu plus tard pour pouvoir mettre le bridge provisoire. Maintenant, on se pose souvent la question, quel fil de suture je vais employer, quelle membrane je vais employer. Il y a une règle qui est très importante. N'employez jamais de fil résorbable avec une membrane. Beaucoup de dentistes aiment bien prendre du Vicryl, de suturer. On se dit, bon, je ne me casse pas la tête, ça fait bien devant mon patient. Je n'ai pas eu besoin de retirer les fils, moins d'anesthésie, moins de temps sur le fauteuil. C'est pas vrai, il y a une grande erreur qui est faite. Quand vous mettez un fil qui est résorbable, il y a de l'acidité qui sort. C'est pour ça qu'il est résorbable. Cette acidité, elle va vous détruire votre membrane. Et donc, vous êtes créé un préjudice. Quand vous faites une expansion osseuse avec une membrane, vous êtes obligé de mettre du fil qui n'est pas résorbable. Maintenant, lorsque vous mettez du fil qui n'est pas résorbable, il y a des règles. Combien de temps laisser un fil de suture? Si vous entendez le docteur Choukroun, il vous dira 14 jours. Si vous parlez avec le docteur Marius Stigman d'Allemagne, il vous dira ça dépend. Si vous êtes dans une zone antérieure esthétique, vous devez le laisser le moins de temps possible parce que sinon c'est ça qui est responsable des cicatrices. Donc il faut savoir jouer avec le fil de suture. Vous voulez qu'on pose des questions à la fin? Rappelez-vous, je veux répondre à votre question, mais on termine tout, d'accord? Il n'y a pas de problème, gardez. Parce que je vous donnerai un micro, je n'entends pas d'ici, je m'excuse. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour le fil de suture. Donc là, il n'y a pas de problème. Comme j'ai employé un matériau qui n'a pas besoin de membrane, j'ai employé un fil qui n'a pas besoin d'être non résorbable. Il est résorbable. Maintenant, comment suturer? Ça aussi, c'est un autre problème. Beaucoup de chirurgiens suturent, mais oublient des règles élémentaires qu'on a peut-être appris ou pas apprises à l'université. Il y a ce qu'on appelle le nœud positif et le nœud négatif. Ça veut dire en quoi ça m'intéresse si c'est un nœud positif ou un nœud négatif? Tout simplement, quand vous faites d'autres chirurgies, si vous avez fait un nœud négatif, vous avez fermé, vous croyez que vous avez fermé, c'est pas vrai. Tirez sur votre lambeau, il va se réouvrir le nœud. C'est un nœud négatif. Vous avez besoin de faire un nœud positif, que quand vous allez tirer un des chefs, vous allez vous assurer que le nœud ne s'ouvre pas. Et ça, c'est une autre astuce. Alors, comment vous allez reconnaître un nœud positif ou un nœud négatif? Là, vous excuserez mes dessins, je ne suis pas très bon en dessin. J'ai essayé de vous faire un dessin simplifié pour aussi simplifier la conférence, on va dire. Le numéro 1, c'est là où je rentre. Le numéro 2, c'est là où je sors. Ça, ce sont les deux lambeaux. Donc, on va dire, par exemple, buccal ou lingual. Je rentre en buccal, je sors en lingual. Si, en rentrant en buccal, je sors en lingual, je reviens de l'autre côté, et ici, je vais faire mon nœud, du même côté où je suis rentré, vous allez avoir un nœud qui est négatif. Si votre pince, par contre, vous faites la même chose. Vous rentrez au numéro 1, buccal, je sors en lingual. Et ici, là où vous êtes sorti, le deuxième lambeau, là où vous sortez, vous faites votre nœud. Là, vous avez un nœud positif. Pour vous être assuré que vous n'êtes pas planté de côté, tirez sur votre chef. Si le chef s'ouvre, ce n'est pas la peine. Reprenez votre nœud. Sinon, vous allez avoir une catastrophe, ça va s'ouvrir. Maintenant, autre astuce. Quand est-ce que, souvent vous allez à des conférences, vous voyez, vous demandez à des conférenciers, là je fais 3 fois, là je fais 2 fois, là je fais 1 fois. Chacun a sa règle. Je m'explique 3 fois, je veux dire le sens du fil dans lequel vous tournez le fil autour de votre pincette. 3 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois. Ça dépend de quoi? Ça ne dépend pas du conférencier, de ce qu'il a appris. Je le pensais pendant des années parce que j'entendais chaque chose. Pas du tout. Alors, quand je me rappellerai, j'essaierai de vous dire de qui j'ai eu le privilège de l'entendre. Je ne tire aucun crédit pour moi. Une fois encore, cette conférence, c'est de vous apporter sur un plateau ce que j'ai appris de plusieurs dentistes. Cela, je l'ai appris du docteur Marius Stigman. Et il dit comme ça, il dit que quand c'est un fil pardon, là il y a une erreur, c'est qu'il n'est pas multifilament. Il y a une erreur, c'est de ma faute. Non, pardon, c'est ça. Un fil qui est multifilament, quand c'est un fil qui est multifilament comme la soie, vous faites 3, 2, 1. Ça veut dire quoi 3, 2, 1? 3 fois dans un sens, 2 fois dans un autre sens et 1 fois dans le premier sens où vous avez commencé. Je suis clair avec vous là, vous me suivez? D'accord. Quand c'est un fil qui n'est pas multifilament, comme le nylon, vous faites 2 fois dans un sens, 2 fois dans un autre sens. Et c'est tout, vous ne revenez pas. Si vous revenez, vous allez réouvrir le nœud. Maintenant, petite astuce que je vous donne qui n'est pas inscrite ici, quand vous faites le nylon, c'est un fil qui est super parce que c'est vrai que ça ne retient pas les bactéries. Mais si vous avez remarqué, quand vous faites le nylon, c'est un fil qui a tendance à avoir une mémoire élastique. Et il revient.
Quand vous faites les 2 premiers tours, attendez 10 secondes. C'est long 10 secondes. Attendez 10 secondes et vous tenez les 2 chefs. Pourquoi? Pour casser cette mémoire élastique du fil. Et vous allez être étonné, après 10 secondes, c'est bon, le fil ne va pas se rouvrir. Et vous refaites 2 fois. Ça suffit. Si vous faites encore une autre séquence, ça va réouvrir le fil. Le fil de téflon, c'est un fil qui est à part. Et il a sa règle qui ressemble à celui-là. C'est 3 fois, 2 fois, mais pas une fois, 3 fois. Maintenant, quel type d'aiguille d'employer? Ce n'est pas tellement important ça, mais ça vous facilite la vie. Quand vous êtes en secteur postérieur, vous faites un demi-cercle. Vous prenez les aiguilles demi-cercle. Quand c'est un secteur antérieur, 3/8 de cercle. D'accord? Bon, là, c'est après le... Je vais essayer de me dépêcher pour être dans les temps. Là, vous avez une panoramique le même jour qui a été posée. Vous voyez donc, vous avez même des implants de 3 mm qui ont été posés. Là, maintenant, je reviens. Cette empreinte que j'ai prise avant de commencer, vous en souvenez avec la prothèse? Maintenant, je m'en sers. Et là, je vais essayer de me passer du bridge au laboratoire. Je prends l'empreinte, je prends mon matériau acrylique, je remplis l'empreinte et je le remets en bouche. Mais maintenant, comment je vais savoir où positionner mon porte-empreinte? Puisqu'elle n'a plus, dedans, elle n'a plus rien. Je peux mettre en avant, en arrière. Comment je vais avoir mon occlusion? C'est là tout l'avantage d'avoir pris en un temps l'antagoniste. Vous voyez? Je repositionne avec l'acryl mon empreinte, elle mord dans les trous ici, et j'obtiens donc, avec, vous voyez la forme des piliers? Elle est déjà dans le bridge. Et là, j'ai donc un duplicata de la prothèse. Et j'ai plus qu'à fraiser après. Je suis trop près? Vous entendez? Et là, j'ai plus qu'à fraiser et adapter donc mon bridge provisoire pour le patient. Et donc, j'ai réduit énormément les frais de prothèse. Ça me permet de faire accéder ce type de prothèse à des gens qui financièrement sont démunis. Pourquoi est-ce que la médecine ou la dentisterie doit être limitée pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une dentisterie de riches? D'autant plus que la prothèse, c'est un défaut dans la qualité de vie des patients. On le sait tous. C'est pour ça qu'on essaie de les faire passer en prothèse fixe. Maintenant, si vous ne voulez pas employer cette technique que je vous ai donnée, il y a des kits de bridge qui se vendent, qui sont préfabriqués et qui sont de plusieurs tailles. Il y a small, medium, large. Et de l'autre côté, vous voyez, où il y en a qui sont même déjà avec des trous dans les bridges, ou de l'autre côté qui sont éventrés. Vous n'avez plus qu'à l'adapter, remplir avec de l'acryl et le mettre en bouche. Donc là, c'est après le premier jour, on lui a posé les implants, vous voyez les fils de suture. Dans ce cas-là, je ne pouvais pas me permettre de faire du flapless, ça aurait été une erreur monumentale. Parce que si j'avais fait du flapless, j'aurais posé mes implants d'une façon qui soit peut-être trop palatine. Le flapless a son intérêt. Quand est-ce que je fais du flapless? Quand j'ai une grosse crête alvéolaire. Et ça a tout son intérêt de garder les membranes osseuses, de garder tout l'espace biologique sans créer de défaut. D'autant plus si vous avez des patients qui sont diabétiques, il faut éviter d'être traumatique. Donc là, on a mis le bridge. Vous voyez bien sûr que j'ai évidé tout le surplus de la prothèse. Donc ça, c'est le premier jour. Maintenant, ce qui est très important, quand vous faites de la prothèse immédiate, c'est d'éviter les micro-mouvements. Maintenant, l'idéal, ce serait de mettre un fil qu'on souderait sur tous les piliers. Il y a une technique comme ça. On met un fil de fer qui relie tous les piliers entre eux. Et on les soude avec. C'est un peu compliqué, c'est un peu cher, c'est pas évident. Vous pouvez demander à votre laboratoire, si vous passez par un laboratoire, de mettre un fil de contention à l'intérieur. Mais là, je n'ai pas employé un fil de contention. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'emploie une colle qui est forte. Il ne faut pas avoir peur de ça. J'ai mis une colle qui est extrêmement forte. La plus forte que j'avais dans le cabinet, je l'ai mise. Pour vous rien vous cacher, comme j'avais une crête qui était fine, j'ai même employé un glacionomère qu'on emploie pour le ciment. Pardon, pas pour les ciments, pour faire des reconstitutions. Donc, qui est encore plus forte que le ciment, le Fuji 9. J'ai rempli et j'ai mis. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir comment je vais retirer le bridge dans 6 mois. C'est d'être sûr qu'il ne va pas avoir de micro-mouvement. Le moindre micro-mouvement est très fatal. Donc j'ai fait les bridges provisoires, j'ai mis une colle qui est très forte et on a évidé, on a bien nettoyé. Donc pour le bas, je vous passe vite, c'est la même chose. Vous voyez, je marque le type d'implant que je vais avoir. Insertion des implants, même technique. Ce qui est très important, essayez de travailler avec des micro-loupes et avec une lumière. Vous ne pouvez pas savoir, c'est un monde qui s'ouvre à vous. Vous voyez des choses, des défauts, des choses que vous ne pouvez pas voir quand vous n'avez pas ces micro-loupes. Bien, c'est la même technique. Je mets les piliers. Vous voyez qu'il n'y a aucun parallélisme entre eux. Une fois que vous avez fraisé, il ne faut pas avoir peur. Je prends ma fraise
et je commence à donner un pseudo-parallélisme. Je n'ai pas besoin d'arriver à un parallélisme parfait le premier jour. J'en aurai besoin dans une autre séance quand j'arriverai au bridge définitif. Donc je les scelle, je les fraise, pardon, je donne un pseudo-parallélisme. C'est la même technique, elle ressort avec un bridge provisoire dans la même séance. La même technique, toujours avec l'alginate. Vous voyez là, ce sont le premier jour. Là, j'ai pris la panoramique, je ne l'ai pas reprise une panoramique après, mais vous voyez que déjà là, j'ai un pilier qui n'a pas été scellé à fond. C'est un plan, je n'avais pas d'utilité de le mettre en charge. Je crois que je n'avais pas une stabilité primaire. Ça aussi, c'est important. Si vous n'avez pas de stabilité primaire le premier jour, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher. Donnez un peu plus de temps, il va avoir une réaction biologique qui va se créer. De toute manière, quand vous mettez l'implant le jour même, il n'y a aucune ostéo-intégration. Ce n'est pas vrai, il n'y en a aucune. L'intégration ne va apparaître qu'après 4 semaines, entre 2 semaines, disons on va dire 2 semaines, ça commence. Le premier jour, c'est un effet mécanique. De 2 à 8 semaines, l'effet mécanique descend. C'est Salama qui en parle. De 2 à 8 semaines, vous avez fait de l'ostéo-intégration qui commence à se compléter, à se faire. Et justement, entre 2 semaines et 8 semaines, vous ne pouvez pas toucher les implants. C'est une période qui est très, très fragile. À partir de 8 semaines, si vous avez des ajustements à faire, c'est plus jouable. Donc, maintenant, on a attendu 6 mois. Pourquoi j'ai attendu 6 mois en fait? C'est vrai que 3 mois c'est suffisamment pour le bas, mais pour le haut, comme c'est un os, vous le savez mieux que moi, qui est alvéolaire, il vaut mieux attendre 6 mois. D'autant plus que j'avais une crête qui était fine. Donc j'attends 6 mois. Avant de déposer mes bridges, je prends une empreinte avec la même technique que j'avais faite au début, en préopératoire. Je fais une empreinte du bridge en haut, en bas, en même temps avec une occlusion. Et vous allez voir pourquoi. Donc je retire mes bridges. On fait un fraisage des piliers pour donner un meilleur parallélisme. Du coup, la patiente se plaignait d'avoir un mauvais esthétique sur les dents, donc j'ai fraisé aussi les dents pour lui donner un bridge. Et là, c'est un autre produit que je vous invite à connaître, qu'on utilise en Israël. C'est une pâte qui m'évite de mettre des fils rétracteurs. Il est à base d'astringent, je ne sais pas s'il est vendu ici en France. C'est un produit que je mets donc autour de mes piliers, de mes dents. Je laisse entre à peu près, on va pas entre une minute, disons une bonne minute. Ça m'ouvre les gencives, ça arrête les saignements. Cela étant dit, une autre astuce, si vous avez vraiment des saignements, prenez juste une empreinte d'alginate. Il y a des plantes dedans qui arrêtent les saignements. Il y a beaucoup de choses qui arrêtent le saignement. C'est une autre astuce que je vous donne, et c'est ce que je dis à mes patients, c'est que Dieu a tout créé dans la nature. Quand vous avez des patients qui saignent, prenez des sachets de thé sec, pas aux plantes, vraiment du thé, et qu'ils appliquent sur la zone qui saigne. Il y a dedans des produits qui arrêtent les saignements. Donc là, vous pouvez pas vous amuser à mettre un sachet de thé sur chacun des piliers, mais prenez une empreinte d'alginate et ça arrête les saignements. Donc là, on n'en a pas eu besoin. J'ai mis ce produit astringent, ça a ouvert les gencives. Là, c'est l'empreinte qui est prise des piliers. Donc, autre astuce, je ne suis pas passé du tout, mais alors pas du tout, par des transferts. C'est une méthode qui est très bien, les transferts, je ne la critique pas, mais il faut avoir l'esprit assez large pour savoir quand j'emploie les transferts et pour qui je le fais. Là, j'avais beaucoup de piliers. Quand vous avez des patients aussi qui ont des maladies ou qui sont vieux, qui n'ont pas la patience de rester sur les fauteuils, de mettre tous les transferts, de les relier entre eux avec soit du composite, soit du Duralait, c'est une méthode qui fait ses preuves. Vous mettez les pieds, vous donnez un pseudo-parallélisme et vous prenez votre empreinte. Ça facilite énormément votre temps opératoire, mais surtout le confort du patient. Et vous me dites, oui, mais si le parallélisme n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, vous allez voir comment on va le gérer. Donc, j'ai pris l'empreinte. Maintenant, je prends cette empreinte que j'avais mise ici, n'est-ce pas, des provisoires, vous en souvenez, et je vais remplir. Donc, c'est quoi? C'est l'empreinte de mon provisoire que j'ai. D'accord? Maintenant, je remplis d'un matériau d'enregistrement d'occlusion cette empreinte. Et je le mets en bouche. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je fais la même chose pour le haut et le bas. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait un duplicata de mon bridge provisoire. Maintenant, ça se trouve, mon bridge provisoire, il n'est pas du tout parfait. Ça m'est égal. Ce que je veux à ce moment-là, c'est que mon technicien puisse avoir un duplicata de mon bridge provisoire, qu'on puisse échanger des données. Ça veut dire quoi, échanger des données? Lui, il n'a aucune idée quand il prend l'empreinte où se trouve la lèvre, où se trouve le plan d'occlusion, où se trouve le milieu du visage du patient. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Cette technique, j'ai apprise du docteur Stern. En fait, je prends ce matériau d'occlusion, je vais lui dessiner où se trouve le milieu que je voudrais. Alors,
C'est très important. Vous voyez plusieurs patients, il y en a qui ont le nez qui sont un peu à gauche, un peu à droite. Si vous voulez avoir un beau sourire, vous demandez au patient de sourire pleinement, vous prenez le milieu de la lèvre et c'est là que vous reportez votre milieu. Vous voyez là, par exemple, ce bridge provisoire ne me satisfait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il était trop court. On voyait beaucoup trop les dents du bas. Elle est venue avec une prothèse provisoire, amovible, qui ne lui convenait pas non plus. Maintenant, ces données, je les donne à mon technicien. Je dis, regarde, je veux que le milieu se trouve là. Je voudrais que, quand elle sourit, la lèvre inférieure arrive jusqu'ici, donc les dents du haut doivent arriver jusque-là. Je lui marque ce que je veux exactement. Et je mets le matériau d'enchaînement d'occlusion entre ces deux arcades, entre ces deux bridges pseudo-provisoires. D'accord? Maintenant, j'ai pris un autre patient pour vous donner d'autres données. Je vais mesurer, je lui demande de serrer. Regardez, là, le patient va fermer la bouche. Mais il faut que je lui donne la DV. Maintenant, ce que je fais, la première fois, il ferme la bouche, il ferme fort. J'enregistre cette DVO, cette dimension verticale d'occlusion. Ça m'est égal si elle est bonne ou pas. Je ne l'ai pas encore donné à mon technicien. Maintenant, en rouge, je mesure quoi? J'ai mesuré la dimension verticale de repos. Et ça, oui, c'est important. À partir du moment où j'ai la dimension verticale de repos, qui consiste à quoi? À avoir le freeway space. Ça veut dire qu'il faut que le patient se ferme d'une façon totalement décontractée les lèvres sans que ses arcades se touchent. Parce que si vous faites une reconstitution à votre patient qui est tout le temps serré, d'abord, ça va le fatiguer énormément, mais en plus, il va vous foutre en l'air tous vos implants. À ce propos, il y a une autre astuce que je vous donne. Dès que vous allez avoir surtout quand vous êtes dans les provisoires, dès que vous allez avoir un contact des molaires, vous activez énormément le temporal et le frontal, qui sont responsables d'amener la mandibule avec pression contre le maxillaire. Donc si vous avez un patient qui est serré, il va tout le temps activer ses temporaires et son frontal, et il va donner ça va donner des grands coups sur les implants du haut et du bas aussi. Donc j'ai ma dimension verticale de repos et je vois si elle est en accord avec celle d'occlusion. Si j'ai entre 2 à 4 mm, c'est très bien. Si j'ai plus ou moins, je lui dis, écoute, la dimension que je t'ai enregistrée, elle n'est pas bonne. Tu dois ou retirer ou rajouter de tant millimètres. Ce que je dois avoir, c'est entre 2 et 4 mm. En général, plus les gens avancent dans la vie, plus cette différence entre la dimension verticale de repos et d'occlusion est petite. Donc, quand on a une personne qui est très âgée, elle va se retrouver plus vers les 2, alors que quelqu'un qui est jeune, il va se retrouver plus vers les 4 mm. Mais c'est cette fourchette que vous devez jouer, d'accord? Donc voilà, je lui donne et je lui dis exactement, j'ai le détail, elle ferme comme ça, je veux le milieu ici, c'est les dents. Et en fonction de ça, j'ai dit attention, quand tu seras sur l'articulateur, ou tu m'ouvres ou tu me fermes de tant millimètres l'occlusion, ou alors tout simplement, c'est bon. Maintenant, voilà, ça c'est le métal. Maintenant, mon technicien me dit, écoute, tu vois toutes ces zones noires, c'est un problème dans le parallélisme. Tu n'as pas suffisamment retiré le métal. Il me signe sur le métal, sur un autre modèle, où je dois gratter mes piliers pour que l'armature métallique rentre. Maintenant, c'est pas grave qu'il n'y a pas 100% de contact avec mon métal. De toute manière, il sera comblé avec du ciment. Ce qui est important, c'est que dans les zones cervicales, là, vous n'avez pas de grande ouverture. On en discutera après pourquoi. Maintenant, comment donner l'illusion d'une couronne étroite quand on a un espace qui est large à combler? Je m'explique. Vous avez souvent eu ce cas-là où vous avez une 11 et juste à côté, vous avez la 21. La 21, c'est la dent du patient. Vous m'entendez là? C'est bon? La 21, c'est la dent du patient. Maintenant, l'espace qui est au niveau de la 11, elle n'a aucun rapport avec... L'espace qui est au niveau de la 11, elle n'a aucun rapport avec la 21. Maintenant, si vous allez reconstituer la dent, c'est une dent frontale. On va voir tout de suite qu'il n'y a pas de proportion. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renvoyer votre patient chez un ortho pour arranger le problème. Maintenant, le problème, il est où? Ça veut dire qu'en fait, on va dire que ça, c'est la dent collatérale. Ici, on va dire à cette ligne là, n'est-ce pas? C'est l'espace que je dois fermer. Je ne veux pas avoir une dent qui est large comme ça. Je voudrais avoir une dent qui est fine. Comment vous pouvez contourner ce problème? Il y a un effet optique que vous pouvez faire. Vous m'entendez pas? Il y a un autre micro? Vous m'entendez? C'est-à-dire j'ai parlé dans le vide pendant 5 minutes là? Ok. C'est bien qu'il y en ait un qui m'a dit. Bon, alors je reviendrai vite. Vous savez quoi, s'il y a quelqu'un qui peut venir à côté de moi 2 minutes, quelqu'un peut se proposer, venir, monter sur la scène? Non, personne? Oui, venez, ça va, merci. Ok. On va dire comme ça, mettez-vous là, merci.
Maintenant, on va dire ça, la dent reconstitution, elle est là. Je dois aller de là jusque là. Vous êtes mieux qu'une dent, beaucoup plus belle qu'une dent, vous inquiétez pas. Maintenant, je veux surtout pas avoir une dent qui va être large de là jusque là, c'est pas ça ce que je veux. Je veux avoir une dent qui est un aspect étroite. Alors comment contourner ce problème? C'est un effet optique. Vous allez donner exactement, vous allez jouer, est-ce que vous vous rappelez des lignes interproximales en esthétique? Pardon? Non, vous me dites oui? D'accord. Alors vous jouez sur ça. Vous prenez la face de la dent, et je veux que ce soit ça, et ben c'est très bien. Vous mettez la dent comme ça, et à partir de là, vous faites des ailettes. Comme ça, sur votre dent. Vous n'allez surtout pas comme ça. Vous m'entendez? Vous faites des ailettes, ouais? Comme ça. Vous allez voir sur le dessin. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'espace va être comblé, mais la dent aura une illusion d'une dent fine. On va le voir. Merci, madame. Vous allez le voir maintenant. Voilà exactement ce que je voulais vous montrer. En fait, je ne veux pas avoir cet espace. Quand j'ai reçu le bridge, il m'a fait des dents qui étaient larges. Et je dis, mais ça ne correspond pas à la patiente. Elle est fine. C'est une femme qui est très douce, petite de taille, maigre. Ce que je voudrais avoir, c'est des dents qui ont cette forme-là. Mais s'il me fait des dents comme ça va être horrible, j'ai un espace. Alors on joue sur les lignes interproximales. C'est-à-dire de là à là, c'est la forme de la dent. À partir de là, je rentre mes dents. Et en fait, j'ai fraisé dans la céramique et je vais montrer ce que je voulais. Et là, vous le voyez. Vous voyez en jaune, c'est cette partie-là. D'accord? L'espace à combler, c'est en vert. Et à partir du bleu, j'ai rentré les ailettes. Donc en effet optique, j'ai une dent qui me paraît étroite, mais en fait, tout l'espace est comblé. C'est clair pour vous? D'accord. Et voilà, j'ai eu un espace qui était plus long. Maintenant, c'est vrai que les dents paraissent longues, mais elle en avait besoin parce que en fait, je lui ai demandé d'ouvrir grand la bouche. En fait, la lèvre remonte beaucoup plus haut. Et en fait, on a joué aussi sur la porcelaine rose. Parce que je voulais pas que les dents trop longues. C'est pas la peine aussi d'entrer à chaque fois sur des greffes osseuses, des greffes de gencives, de monte. D'abord, c'est pas quelque chose qui est fiable. Ça, mis à part le coût, c'est des douleurs pour le patient et vous n'êtes pas sûr d'arriver au résultat esthétique escompté. Donc voilà, la porcelaine elle est venue comme ça, mais c'est important de respecter les ouvertures pour qu'ils puissent brosser, d'accord? Enfin, essayage de la porcelaine. Vous voyez, je mets le bridge à la patiente, elle sourit. Donc là, vous ne le voyez pas, il y a de la porcelaine rose que je vous ai montré ici. Donc ça, c'est la photo post-opératoire. Maintenant, une autre astuce qu'on va vous donner, c'est de savoir comment on peut se passer d'un guide chirurgical. Ce cas a été fait sans guide chirurgical. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai enlevé les dents et j'ai pris le même axe que la dent pour pouvoir remettre cet implant. De ce côté-là, j'avais l'espace. Avant de retirer cette dent-là, j'ai mis l'implant. Mais mettons que vous n'avez pas ici de dent pour vous repérer. Première chose, vous prenez, ce que vous avez, c'est quoi? Vous avez une dent qui est en bouche. Alors, avant d'enlever tout, vous faites, sur votre panoramique, vous faites un axe. Je sais que ça se trouve là. Ça, c'est sûr. Je peux reporter cette donnée en bouche, puisque je sais où se trouve ma partie distale de ma dent. Donc, c'est avant de retirer. Deuxième chose, sur votre panoramique, vous placez idéalement l'implant comme vous voudriez qu'il soit placé. Vous voyez là, je veux contourner le sinus qui se trouve là. Tout le monde le voit. Troisième chose, je place sur ma panoramique toujours le pied de l'implant. D'accord? Donc là, c'est cette base-là, je peux la rapporter, cette ligne, je peux la rapporter en bouche. Là, sur ma panoramique, je voudrais que mon pied d'implant commence comme ça et je voudrais qu'il soit angulé comme ça. Comment reporter l'angulation en bouche? Troisième chose, je sais que la tête de l'implant, ou le pied ici, pour ceux qui préfèrent la tête là ou le contraire, se trouve ici, toujours sur la panoramique. Donc ce sont des lignes que je peux mesurer. Maintenant, je me dis comme ça, voilà. Cette ligne, je peux la rapporter en bouche. Sur la panoramique, j'ai tant de millimètres. Donc à partir de là, je vais commencer à faire un signe en bouche. Je sais disons que j'ai 18 mm. Ici doit se terminer la tête dans l'implant. Ça, je le remesure sur ma panoramique. Et en bouche, je remets cette marque. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait exactement là. J'ai reporté les marques. Donc ici, j'avais 13 mm. Là, entre ces deux lignes, j'avais 6,72. Et 18,34, je sais que c'est à peu près l'implant. Mais le 18,34, ce n'est pas pour la longueur d'implant. C'est plus pour savoir l'angulation. Ça veut dire que là, je sais que je dois me mettre à 13 mm de cette ligne-là. Je sais que je dois aller jusqu'à 7 mm de cette ligne-là. Et je dis, bon, à partir de là, je dois prendre une angulation qui va jusqu'à 18 mm. Essayez de rejoindre ces deux points, une ligne imaginaire en bouche, sur 18 mm. Et c'est comme ça que vous pouvez placer votre implant. Et maintenant, je vais vous donner la clé principale, ce qui nous restera le temps
pour d'autres questions, si vous voulez qu'on revienne en arrière, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. La clé principale de toutes ces conférences, à mes yeux, ce n'est pas une clé qui est en rapport avec l'implantologie, ce n'est pas une clé qui est en rapport avec l'antistorie, mais c'est une clé qui est en rapport avec la façon d'aborder la vie. En tant que juif pratiquant, je me suis dit, comment se fait-il que cette patiente a pu passer de ce stade-là à ce stade-là? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que cette patiente n'a rien dépensé. Quand je dis rien, elle n'a rien dépensé. C'est une femme qui fait les ménages. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, il faudrait que tu vois si tu peux faire quelque chose pour elle. Je dis, bon, on va voir. Et je me suis mis en contact avec le société Top Implant, qui ne me connaissait pas vraiment. Et du moins ne connaissait pas vraiment ce que je faisais au niveau de mon activité. Et qui ne connaissait pas du tout, mais alors pas du tout la patiente. Et le président David Elkoubi de Top Implant m'a dit, tu sais quoi, tous les implants c'est pour moi. Je te donne tous les implants, je te donne tous les piliers, tu peux le faire. Et le technicien avec qui j'étais en rapport, je lui ai expliqué le cas, il me dit, écoute, je crois qu'il m'a vendu la prothèse à 20 € par dent, quelque chose de modique, quoi, une somme modique. Et même cet argent-là, elle l'a même pas sorti de sa poche. Il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée en Israël, à Jérusalem, pour lui payer tout ça. Et je me suis dit, mais quel mérite a-t-elle dans la vie pour passer de là à là? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pour bénéficier de ça? Et j'ai commencé à parler avec elle. Et je me suis aperçu que c'est une personne qui est très positive. Et s'il y avait une clé que je voudrais que vous preniez avec vous, c'est peut-être celle-là. C'est pour ça que je l'ai mise en or, on va dire en jaune, et pas dans le plan de traitement. Elle m'a dit, tu sais quoi? Chaque jour de ma vie, j'ai remercié dans mes prières, j'ai remercié Dieu pour ces 5 dents que j'avais. Je me suis jamais plaint une seule fois. J'ai pas dit pourquoi je suis dans cette... Elle m'a dit, pour ce que tu m'as donné, je te remercie. Chaque jour. Et ça m'a ouvert l'esprit. Chaque jour, elle a su remercier. Elle n'a pas demandé, elle l'a eu. Et je pense que je prends son exemple, et donc je viens à ses remerciements. En tout premier, je veux remercier l'Éternel qui, oui, m'a fait bénéficier de tous ces gens qui ont su m'apprendre dans la vie, de tout ce qu'il me donne au jour le jour, d'être là parmi vous. Ensuite, je remercie, et c'est très important, mes parents, mon épouse et mes enfants qui sont d'un soutien quotidien. Je voudrais remercier mes amis, les vrais, qu'on reconnaît quand vous avez des moments durs dans la vie, et ils se reconnaîtront. Je voudrais remercier la société Top Implant qui a fait preuve d'un grand professionnalisme mais aussi d'une grande générosité envers cette patiente. Je voudrais remercier tout ce salon d'exposition de Dr Dahan et Madame Medina qui a mis tout en place pour que vous puissiez être là à ce congrès. Vous imaginez pas la somme de travail et le professionnalisme qu'il y a eu derrière ce salon. Je fais des conférences et je peux vous dire qu'ils ont été là à chaque étape pour que ça se déroule le mieux possible comme ils le pouvaient. Et enfin, je voudrais vous remercier à vous pour votre patience et votre gentillesse d'être venu m'écouter.